Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Le Conseil ordinaire des ministres s'est tenu ce vendredi au palais Sékou Touréa. Plusieurs sujets d'intérêt public ont été débattus, notamment la poursuite et l'intensification de la campagne de communication du ministère du Budget sur le programme de transition de l'informel vers le formel. Le compte rendu du porte-parole du gouvernement d'Amantan, Albert Camara, est commenté par Mahmoud Bari. À peine rentré de l'intérieur du pays, le président de la République a présidé la session ordinaire du Conseil des ministres. 4 points étaient à l'ordre du jour. Au dire du porte-parole du gouvernement, au titre du premier point, le président de la République a invité le gouvernement à harmoniser et mutualiser les initiatives en faveur des femmes et à privilégier les actions sur le terrain avec un impact direct sur les populations cibles. Le porte-parole du gouvernement a fait remarquer que le président de la République a demandé à la présidence et au secrétariat général du gouvernement d'établir le calendrier des rencontres statutaires internationales auxquelles les membres du gouvernement doivent participer. Le porte-parole du gouvernement a dit notamment que le chef de l'État a instruit le ministre de la Santé à veiller à un approvisionnement suffisant en stock de vaccins pour les maladies courantes et à leur conservation dans des conditions sécurisées. Au titre du deuxième point, le Premier ministre a introduit les sessions ordinaires du Conseil interministériel tenues le 31 janvier et le 9 février 2017. Au titre des examens de textes, la ministre de l'Économie et des Finances a soumis au Conseil l'examen de 3 projets de texte. D'abord, le projet relatif au Code des marchés publics, le projet de texte portant modification des seuils de passation, de contrôle et d'approbation des marchés publics et délégation de services publics, le projet portant modification des décrets 165 et 166 de juillet 2014 portant mission, attribution, organisation et fonctionnement de la Direction nationale des marchés publics et de l'administration, contrôle des grands projets et des marchés publics. Le porte-parole du gouvernement a dit, au titre des communications, la ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance a fait une communication relative à la Journée internationale de la femme. Le ministre de l'Élevage et des produits animaux a fait une communication relative à la menace d'introduction de la grippe aviaire en Guinée. En 2015, 2016 et début 2017, on a assisté à une recrudescence des grippes aviaires hautement pathogènes chez les volailles au Nigeria, au Burkina, au Niger, au Cameroun et en Côte d'Ivoire, qui sont des pays limitrophes de la Guinée, en tout cas la Côte d'Ivoire. Il a affirmé qu'un risque élevé d'introduction de la maladie dans notre pays existe et que ce risque est lié aux échanges commerciaux sur la volaille et les produits dérivés et le matériel d'élevage, l'existence de 12 sites d'accueil d'oiseaux migrateurs avec plus de 52 millions d'oiseaux qui arrivent d'Europe chaque année, l'existence de la maladie en Côte d'Ivoire, qui est un pays donc frontalier, le faible niveau de fonctionnement du réseau de surveillance épidémiologique des maladies animales, le REMAGI, et les faibles capacités de détection précoce et de réaction rapide des services vétérinaires par manque de ressources financières et matériel approprié. Pour la session du 9 février 2017, au titre des communications, le ministre de la Justice a fait une communication relative à la présidence guinéenne de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OHADA, en 2017. Le ministre du Budget et la ministre de l'Économie et des Finances ont fait une communication conjointe relative aux nouvelles mesures pour l'achat de billets pour l'administration publique. Ils ont indiqué que leur communication a pour objet d'attirer l'attention sur les dépenses de l'État en biens et services avec un axe de rationalisation de ces dépenses. Il s'agit également de présenter les nouvelles procédures d'achat de billets d'avion pour les missions à l'étranger. Les ministres ont souligné que les contraintes financières ont accentué les difficultés éprouvées par notre État pour financer l'approvisionnement en biens et services. Des procédures d'achat et de contrôle efficaces permettraient à ce moment-là d'optimiser les ressources disponibles. Le porte-parole du gouvernement a dit que la ministre du Plan et de la Coopération internationale a fait une communication relative à l'élaboration du rapport annuel du gouvernement.
Au titre des comptes rendus, le secrétaire général aux affaires religieuses a fait le compte rendu de mission en Arabie Saoudite sur les préparatifs du Hajj 2017. À l'issue des débats sur les différentes questions soulevées, le Conseil a décidé ce qui suit. 1. Le Conseil décide la prise des mesures d'urgence suivantes pour prévenir tout risque d'introduction de la grippe aviaire. D'abord, la mise à disposition de matériel léger nécessaire au prélèvement. Ensuite, la mise à disposition de réactifs pour l'établissement de diagnostics rapides et fiables. En outre, le Conseil invite le ministre à rationaliser le budget en tenant compte du calendrier d'adoption des mesures d'urgence et de leur poursuite dans le temps. 2. Le Conseil approuve les nouvelles mesures adoptées par les ministères en charge des finances et du budget pour l'achat de billets d'avion pour l'administration publique. 3. Le Conseil décide de la mise en place d'un comité d'organisation du Hajj 2017 présidé par la primature et comprenant les ministères en charge des finances, du budget, des transports, des télécommunications, de la santé, la Banque centrale de la République de Guinée et le secrétariat aux affaires religieuses. Avant de lever la séance, le président de la République a informé le Conseil de la visite de Sa Majesté le roi du Maroc du 16 au 18 février prochain. Sigiri, dernière étape de la tournée du chef de l'État en Haute-Guinée. Hier, les populations sont sorties massivement pour ovationner le président de la République, professeur Alpha Condé. Images et commentaires, Mohamed Lamine Souma. Dans la préfecture de Sigiri, le président Alpha Condé est chez lui. Les populations de Sigiri en ont encore donné la preuve jeudi 9 février 2017 à travers cette importante mobilisation très colorée et animée. Triomphale, empreinte de joie et d'amitié renouvelée qui est partie de l'aéroport jusqu'au stade préfectoral Kankou Moussa Keïta de Sigiri. Kankou Moussa Keïta, du nom de cet empereur du Mali de l'époque du Manding médiéval, avec qui l'empire du Mali avait atteint son apogée de 1312 à 1332. Cette mobilisation populaire des grands jours aux couleurs du RPG arc-en-ciel, le parti au pouvoir et à l'effigie du président Alpha Condé est une communion entre les populations de Sigiri et leurs champions. Les artistes ont de leur côté donné plus d'ambiance vivante à ces retrouvailles. Danse Dundumba, des hommes valides, folklore du terroir et prestations des grandes vedettes de la musique. Fodé Baro et Aïcha Kone, entre autres. Nous reviendrons plus en détail sur la visite du chef de l'État à Sigiri dans nos prochaines éditions d'information.
Mobilisation des recettes, plus de 5 000 milliards de francs guinéens, c'est la prévision cette année de la Direction nationale des impôts. Le service met en place un mécanisme efficient pour atteindre cet objectif. C'est de cela qu'il a été question cet après-midi lors d'une réunion de travail avec le ministre du Budget. Reportage Yaya Silla. L'année s'annonce décisive pour la Direction nationale des impôts. Quelques mois seulement après la tenue de ces états généraux, le service se projette sur une prévision fiscale de plus de 5 000 milliards de francs guinéens, un accroissement de 25% par rapport à 2016. Dans l'atteinte de cet objectif, la Direction des impôts a déjà enregistré quelques progrès. La mise en œuvre des mesures relatives au droit de timbre sur les véhicules d'occasion à l'importation, concrétisée par l'ouverture d'un guichet de banque en vue d'une meilleure sécurisation des recettes, comme vous l'avez souhaité. Les nouvelles taxes dans le secteur de téléphonie, telles que la TCT et la Tartel, ont aussi été innovées et qui ont aussi porté leurs résultats dans nos prévisions et réalisations. Aussi, de nouvelles dispositions fiscales en matière d'impôts et taxes ont été votées dans la loi de finances initiale pour 2017. La mobilisation des recettes fiscales exige des réformes en profondeur. Le gouvernement, à travers le ministère du Budget, a une nouvelle vision pour rendre la Direction nationale des impôts plus opérationnelle. Le projet que nous avons entamé dans le sens de la diffusion des agences en fait, qui vont se charger de la mobilisation, de la collecte, il faut que nous le poursuivons. Dans beaucoup de pays, les pays qu'on cite aujourd'hui en exemple comme le Togo, le Rwanda, les banques sont associées dans le processus de mobilisation. Ce sont les banques qui collectent. Les agents fiscaux, eux, ils font toutes les tâches administratives et la personne va payer, il revient avec la preuve de paiement et le processus continue. Pour le mois de janvier passé, les prévisions sont au-delà des espérances. Le service des impôts a mobilisé 110% des recettes. Justement, dans le même registre, le projet promotion de la mobilisation et de la sécurisation des recettes fiscales à travers l'analyse du budget a lancé ses travaux ce vendredi à Conakry. Il est initié par la plateforme nationale des citoyens unis pour le développement en partenariat avec Osiwa Guinée. L'objectif est de créer un climat de confiance entre les principaux acteurs de la fiscalité pour une meilleure mobilisation des recettes. Compte rendu, Falilou Diallo. Les politiques budgétaires et fiscales apparaissent comme un enjeu réel pour la société civile guinéenne, surtout en termes de contribution à l'amélioration de la gestion des ressources de l'État, d'où la promotion de la mobilisation et de la sécurisation des recettes fiscales à travers l'analyse du budget de l'État. Le souci que nous avons, c'est de faire une étude, réaliser une étude qui pourrait permettre de savoir quel est le potentiel, ou se donner une idée du potentiel. Ensuite, amener les différents acteurs, que ce soit les représentants des entités publiques, que ce soit les représentants du secteur privé et la société civile, à travailler ensemble pour faire en sorte que le potentiel que nous avons soit judicieusement utilisé, que la fiscalité ne repose pas sur une partie seulement de la population contribuable, mais qu'il y ait une justice dans la fiscalité sur ce plan-là, que les ressources non fiscales puissent être suffisamment sécurisées, mais que l'utilisation de l'ensemble de ces ressources aille dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des populations. En initiant ce projet, la plateforme nationale des citoyens unis pour le développement compte participer à l'amélioration de la gouvernance économique et financière dans un pays où seulement 20% des contribuables payent les impôts. Nous comptons vraiment mettre en exergue des réflexions tendant à améliorer cette tendance-là. Nous voulons éviter que 20% des contribuables supportent la charge publique à la place de 80%. C'est pourquoi on a initié la dernière fois l'atelier sur le secteur informel, la stratégie de prise en charge du secteur informel, ce qui a abouti aujourd'hui à la mise en œuvre d'un centre de gestion agréé qui va jouer pleinement son rôle. Et d'ailleurs, sur la question, le président de la République insiste et que nous avons voulu à ce que cela soit une réalité. Ça n'est une réalité aujourd'hui parce qu'à l'Assemblée, la loi a été votée et le centre de gestion agréé va être opérationnel dans sous peu de temps et ça va permettre au secteur informel de se rapprocher de l'administration fiscale via ce centre-là. À
travers ce projet, les principaux acteurs seront informés, mais aussi susciter une appropriation partagée en vue d'une meilleure collaboration à la réalisation d'une étude référentielle pour l'exercice fiscal 2017. Éducation, le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation rentre d'une mission qu'il a conduite à Kindia et à Koya. Dr Ibrahima Kourouma était allé s'assurer du bon déroulement de l'affectation des nouveaux enseignants dans ces deux préfectures. Reportage Amadou Touré. Une bonne reprise des cours ce lundi, le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation veut se rassurer de la présence effective des nouveaux enseignants à leur poste d'affectation. C'est dans ce cadre que Dr Ibrahima Kourouma s'est rendu successivement à Kindia et à Koya. Dans ces deux directions préfectorales de l'éducation, autorités scolaires et nouveaux enseignants précisent. L'enseignement pour moi est un rêve et j'ai fait le texte ici à Kindia. Et j'ai été muté également à Kindia. Je crois que l'intégration au niveau de Kindia ne fera pas défaut. Je suis mentalement prêt à pouvoir m'intégrer corps et âme et à être sur le terrain le jour J, c'est-à-dire le lundi. Nous avons travaillé toute la journée du dimanche avec l'équipe nationale et régionale et les préfectures environnantes. Aujourd'hui, je peux me réjouir de dire que nous avons reçu l'affectation régionale. Et dès demain, la DPE de Koya va afficher la mutation préfectorale et tous les enseignants qui sont mutés ont déjà décidé de regagner leur poste. Au cours de ces différents entretiens, le chef du département du préuniversitaire a apporté des précisions au sujet des congés de 10 jours. On a dit parfois que nous avons donné les congés parce que nous avons d'autres ambitions. Non, nous n'avons aucune ambition. Le gouvernement a donné les congés pour vous permettre de rejoindre vos postes. Il y a un autre facteur aussi qu'on néglige et qui n'est pas négligé, c'est que beaucoup parmi vous étaient des enseignants au privé qui ont fait le concours pour être des fonctionnaires. Mais les écoles privées, qu'est-ce qu'elles vont faire? Il faut leur donner le temps de pouvoir faire un nouveau recrutement. Au total, 5000 nouveaux enseignants ont été recrutés en 2016 pour pallier au déficit en personnel enseignant, surtout à l'intérieur du pays. Le chef d'état-major général des armées a rendu visite aux militaires malades hospitalisés dans les différents centres de santé. Une action qui vise à donner de l'espoir à ces hommes en uniforme en état de convalescence. Reportage commandant Mohamed Kassi. S'enquérir de l'état de santé des militaires et paramilitaires malades est le but de cette visite du chef d'état-major général des armées dans les structures sanitaires de la capitale. Partout, le général de corps d'armée Namori Traoré a tenu à remonter le moral de ses compagnons d'armes. Depuis le départ, depuis qu'il a su, je ne le vois pas, mais je vois ses émissaires. Aujourd'hui, ça s'est matérialisé. Mes sentiments sont profonds. J'ai l'impression, en tout cas chaque fois qu'il vient, que les patients sont hautement satisfaits, rassurés. Et il a un discours encadreur, pas vraiment moralisant, mais il les encourage à maintenir le bon cap, la bonne attitude et voir leur avenir au sein de l'armée et leur responsabilité dans cette armée. Dans son plan d'action, l'amélioration des conditions de vie et de travail des militaires constitue une de ses priorités. C'est ce qui justifie cette visite périodique dans les hôpitaux. C'est un sentiment de satisfaction. Je vois que les militaires malades sont bien traités. Et la direction générale du service de santé des armées essaie de faire le maximum d'elle-même. J'ai trouvé aussi que les relations qui existent entre cette direction et les différentes structures sanitaires de la capitale sont de bonnes relations. Et je les encourage. La dernière visite, le nombre était à 35 militaires malades. Aujourd'hui, nous sommes au nombre de 15. Je sais bien et très prochainement que l'effectif va diminuer. Parce que notre objectif, c'est d'avoir zéro militaire malade. Cette action humanitaire renforce davantage la fraternité entre les frères d'armes et consolide les relations civilo-militaires. Volet humanitaire, la première dame de la République offre des fournitures scolaires, des jouets et des poubelles aux orphelinats de la préfecture de Kankan. Le geste vise à améliorer les conditions de vie de ces enfants en situation difficile. C'était à l'occasion de la récente visite du chef de l'État dans le Nabaya. Reportage Ali Badra Kondi.
Toutes nos excuses pour cet incident technique. Je reviens sur cet élément. La première dame de la République offre des fournitures scolaires, des jouets et des poubelles aux orphelinats de la préfecture de Kankan. Le geste vise à améliorer les conditions de vie de ces enfants en situation difficile. C'était à l'occasion de la récente visite du chef de l'État dans le Nabaya. Nous y reviendrons. Mais avant ce communiqué du bureau de l'Assemblée nationale, le bureau de l'Assemblée nationale informe l'ensemble des députés et le personnel de l'administration parlementaire que la plénière initialement prévue samedi 11 février 2017 à 10h est reportée à la même date à 14h dans l'hémicycle du Palais du Peuple. Conakry, le 11 février 2017, Dr Mohamed Berete. Je reviens sur l'élément de la première dame qui vient d'offrir des fournitures scolaires, des jouets et des poubelles aux orphelinats de la préfecture de Kankan. Le geste vise à améliorer les conditions de vie de ces enfants en situation difficile. C'était à l'occasion de la récente visite du chef de l'État dans le Nabaya. Reportage Ali Badra Kondi. Des jouets ainsi que des poubelles destinées aux orphelinats de la ville de Kankan. C'est un geste de la première dame de la République à travers sa fondation en partenariat avec les épouses des membres du gouvernement. Cette action humanitaire de Hadjedjene Kondé vise à créer la joie de vivre chez les tout-petits. Le don que la première dame nous a envoyé, nous la remercions avec sincérité. Nous remercions Djene Kaba, ce n'est pas son premier don à SOS. Elle a toujours assisté SOS. Mais cette fois-ci, je suis contente parce qu'elle a pensé aux tout petits pour les jouets. En décentralisant cette distribution dans le pays profond, la présidente de la Fondation Prosmi entend s'approcher davantage de cette couche vulnérable. Je pense que plus de 300 enfants ont ici des souris sur les lèvres à travers les petits cadeaux et des fournitures scolaires qui ont été distribuées. La première dame a donné encore des leçons aux citoyens guinéens d'être à côté des enfants à venir de la Guinée. Et je crois que ça n'a pas de prix. C'est de prier que les autres puissent se servir de l'exemplarité de la première dame encore pour mieux soutenir les enfants. Dans les mois à venir, d'autres préfectures connaîtront le passage de cette campagne de distribution initiée depuis quelques années par la Fondation Prosmi. Conakry, capitale mondiale du livre. Nous sommes à 70 jours de l'événement. Dans la capitale, des points de lecture s'animent et les écrivains locaux se préparent à une grande production littéraire. Notre reporter Marie-Angélique Bangoura nous fait le point sur les préparatifs. À Conakry, les coins de lecture poussent. Ils sont aménagés dans les quartiers populaires. À la Maison des Jeunes de Collège Cité, par exemple, les lecteurs trouvent du plaisir à feuilleter les pages des ouvrages récemment rangés ici. Depuis que j'ai commencé à venir ici, franchement, il y a des livres que j'ai trouvés vraiment intéressants. Donc, et puis la lecture aussi est vraiment indispensable, surtout pour nous, pour tout le monde. Pas seulement pour les grands, mais même pour les enfants. À travers la lecture, il y a des choses qu'on acquiert, il y a des nouveaux mots, il y a aussi des connaissances. Souvent, je viens ici comme ce livre d'anglais qui est dans ma main comme ça. Je commence à lire, j'essaie de comprendre l'anglais, juste pour me permettre de comprendre l'orthographe en anglais. Ça fait du bien, surtout aux jeunes du quartier. Si réellement tout le monde venait juste, ne serait-ce qu'une heure par jour pour venir lire seulement, ne serait-ce qu'un paragraphe, cela ferait quand même du bien aux lecteurs. Un autre coin de lecture est le centre Sogui. Ici, les aveugles et les malvoyants sont enthousiastes de trouver des livres à leur portée. Les élèves sont en ce moment en congé, mais la directrice a tenu à nous expliquer leurs spécificités. Ce petit document, par exemple, nous avons fait en un seul exemplaire. Il y a le côté braille, il y a le côté noir. Parce que nous, l'écriture là, on l'appelle le noir. Maintenant, quand l'élève non-voyant commence la lecture, il y a un voyant, l'enseignant voyant qui est là, il peut suivre à partir de là. Parce que là, l'élève lit, ce côté-là ne sera pas touché. Donc celui qui est là peut voir et peut lire. Chaque fois que l'élève fait des erreurs, l'autre peut corriger. Le voyant peut immédiatement corriger. Donc c'est comme ça que nous faisons la lecture ici. Les écrivains de leur côté tiennent à bien jouer leur partition. L'un des plus grands écrivains de Guinée doit bientôt finir son roman intitulé Mariam Waraba ou le destin d'une femme. 400 nouvelles publications sont attendues.
au nom de tous les écrivains de Guinée que nous voulons faire paraître avant la fin de notre mandature 1000 titres. Non pas 1000 auteurs nécessairement, mais 1000 titres. Un seul écrivain peut avoir à écrire 2 ou 3 ou 4 livres, mais 1000 titres. Ce qui est un pari fou, mais nous essaierons de le tenir parce que nous ne considérons pas comme écrivains ceux qui ont déjà écrit. Tous les autres cadres guinéens de haut niveau qui sont ici, les gens même humbles qui sont ici, des étudiants ou des journalistes comme vous sont de potentiels écrivains. Nous allons tout faire pour les motiver afin que chacun donne son expérience ou l'amour qu'il a en soi pour que ce soit un livre et que nous puissions partager les pensées des personnes, les sentiments des personnes, les convictions des personnes à travers le livre avec le grand public. À travers ses antennes locales et ses coins de lecture aménagés, Conakry, capitale mondiale du livre, est sur des chapeaux de roue. Justement, pour apporter plus de précision aux préparatifs de l'événement Conakry, capitale mondiale du livre, je reçois sur ce plateau M. Santi Kaba Diakité, il est commissaire général. Bonsoir M. Diakité. Bonsoir Adèle. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Nous avons vu les acteurs sur le terrain, les choses semblent vraiment bouger, mais est-ce que l'implication de tous les acteurs est réellement effective? Vrai. Le gouvernement de la ville de Conakry, parce que c'est la ville de Conakry qui est capitale mondiale du livre, le ministère de la Culture, des Sports et du patrimoine historique s'active. Tous les acteurs, les professionnels du livre aujourd'hui se préparent pour Conakry, capitale mondiale du livre. Avec le récent décret du président de la République, je pense que les choses bougent et c'est réel. C'est vrai, effectivement, le président a pris 2 décrets, mais quelles sont les implications immédiates de cet acte présidentiel? Qu'est-ce qui a réellement changé? Mais ça fonde réellement Conakry, capitale mondiale du livre. Vous savez, c'est un événement de l'UNESCO, c'est un label UNESCO, mais le gouvernement est au cœur. Et c'est ce que le président de la République a fait en prenant ce décret. Je pense que ce décret d'utilité publique fait de Conakry, capitale mondiale du livre, un événement national, un événement où tous les Guinéens doivent se mobiliser pour la réussite parfaite. Donc le président dit que cet événement est déclaré événement d'utilité publique, mais aussi il ordonne l'utilisation du label dans toute la communication institutionnelle et diplomatique de la Guinée. Quand il a pris le pouvoir, il a dit Guinée is back. Sur le plan politique, sur le plan diplomatique, nous transformons ça sur le plan culturel et spécifiquement sur le plan littéraire. Et qu'est-ce que cet événement va changer pour les Guinéens? Pour les Guinéens, c'est d'abord une fierté. C'est le retour de la Guinée sur la scène littéraire internationale. Vous savez, avec Camara Lai, avec William Sassine, nous étions sur la scène internationale, mais aujourd'hui, la Guinée revient en force. Ce qui ça va changer en Guinée, c'est les points de lecture. C'est les bibliothèques, c'est les médiathèques, c'est la bibliothèque nationale qui a été financée par le ministère de la Culture, c'est la bibliothèque du professeur Dibli Tamsinian, mais aussi c'est les colloques, les conférences et la venue de plusieurs personnalités littéraires du monde entier en Guinée. Donc voilà ce que ça va changer, ça va donner le goût de la lecture aux Guinéens. Aux jeunes surtout. Aux jeunes surtout. Donc voilà ce qui va changer en Guinée et nous espérons qu'à travers ce club de villes littéraires du monde entier, Conakry sera vraiment au cœur de la littérature. Actuellement, une course contre la montre est engagée. Nous sommes à 70 jours de l'événement. Est-ce que vous êtes rassuré? Ben moi, je suis rassuré. Si nous n'étions pas rassurés, on n'allait pas faire un programme. Aujourd'hui, nous avons un programme complet pour l'événement. Les acteurs sont mobilisés, les mécènes avec le décret du président de la République se mobilisent aujourd'hui, les institutions républicaines, les ambassades, nous étions en réunion avec plusieurs ambassadeurs aujourd'hui qui se mobilisent pour cette activité. Nous sommes rassurés et nous promettons vraiment une réelle fête au peuple de Guinée. Merci M. Santi d'avoir répondu à notre invitation. Restons dans l'événement Conakry, capitale mondiale du livre. Cette fois-ci, je vous amène à la découverte de la forge du père de l'écrivain Camara Lai dans le Hamana. Les femmes leaders de Kouroussa ont érigé une stèle pour immortaliser l'enfance de l'auteur du roman L'Enfant Noir, Mikini Moussa Camara, Bernard Tanguilou. Voici la forge du papa du célèbre écrivain guinéen Camara Lai, l'auteur de L'Enfant Noir. L'atelier existe depuis près de 200 ans. Composé d'une paillote,
une bijouterie de 2 soufflets, un ventilateur colonial, l'effigie du serpent noir en banco, une aire de prière et une bibliothèque. La stèle a été récemment réhabilitée par les femmes leaders de Kouroussa Centre. L'objectif est d'accompagner l'État dans sa politique de promotion du secteur touristique et littéraire en Guinée. La forge du papa de Camara Laye représente l'histoire et l'histoire retracée par Camara Laye. Cette forge était dans tous ses livres. Il racontait comment son père faisait, comment il était forgeron. Nous, on était enfants à l'époque. Maintenant qu'on a grandi, les femmes leaders de Kouroussa ont décidé de reprendre ou réhabiliter cette forge-là. Il y a au moins des éminentes autorités qui sont à Kouroussa pour l'inauguration. Plus de 1000 personnes, donc ça représente l'histoire pour nous et l'honneur pour Kouroussa. La forge est le symbole de la famille. La forge a pris une dimension internationale et nationale. Kouroussa est fier aujourd'hui et c'est un jour historique et mémorable pour le peuple de Guinée et particulièrement pour la préfecture de Kouroussa. Camara Laye est un des enfants de la contrée des Camara, un écrivain qui a aimé son pays, qui a aimé sa nation, qui a aimé sa ville natale et qui n'a pas eu honte de dire qui il est. Parce que dans son roman, tout est expliqué là-dedans. Dès que tu lis le roman de Camara Laye, tu te rends compte automatiquement qu'il est de Kouroussa et qu'il vient de cette famille. Issu d'une famille de forgerons, Camara Laye est né en 1928 à Kouroussa. En 1953, il a publié son premier roman, Enfant noir, édité dans les éditions Plomb. En 1954, Le regard du roi et en 1966, Dramous, sans compter son recueil intitulé Le maître de la parole, qui relate l'histoire de Soundiata Keita, l'empereur du Manding. L'auteur de L'Enfant noir a tiré sa révérence en 1980 à Dakar, au Sénégal. Il fallait rendre à Camara Laye les derniers hommages sur cette terre bénie de Kouroussa qu'il a aimée et pour laquelle il a rendu l'âme. Et donc cela passait aussi par non seulement des cérémonies de réhabilitation comme nous vivons aujourd'hui, mais par le retour de ces restes auprès des siens. Parce que l'exemple a été donné par Fé Ahmed Sékou Touré, par le retour de l'Almami Samori Touré, des restes de Mourfinian Diabaté, des restes d'Alpha Yaya. Il nous appartient à nous, nouvelle génération, d'assurer aussi la réhabilitation de ceux qui restent toujours en exil, même étant morts. On était jeunes ici à l'école primaire et on venait souvent ici pour chercher des bracelets avec nos camarades, les jeunes frères de Camara Laye. J'ai bien connu la famille, j'ai bien connu son papa et tous ses frères. Donc aujourd'hui, nous sommes très émus, on ne peut pas parler. Parce qu'il y a 50 ans, 60 ans même maintenant, on venait ici, on était très jeunes. Et revenir voir encore cette forge 50 ans après, donc je suis très heureux d'avoir pu aujourd'hui assister à ces événements. 37 ans après la disparition de Camara Laye, le peuple de Guinée se souvient d'un héros. Il a marqué son époque à travers sa plume, ce qui fait de lui l'un des écrivains les plus célèbres de l'Afrique contemporaine. Et puis la grande finale de l'élection Miss Guinée 2017 aura lieu demain samedi. Cette année, le Comigui a renforcé les critères pour rendre la prochaine reine de la beauté guinéenne plus compétitive à l'échelle internationale. Hier, l'évaluation finale a eu lieu. Nous y reviendrons. Monseigneur Alexis Ali Tobino est le nouvel évêque guinéen. Il rentre de Rome. Hier à l'aéroport, les fidèles catholiques lui ont réservé un chaleureux accueil. Bernard Tanguino. Nommé le 23 décembre dernier par le pape François, le nouvel évêque de Guinée arrive du Vatican. À quelques jours de son ordination, Monseigneur Alexis Ali Tobino est accueilli par des fidèles chrétiens mobilisés ici à l'aéroport international Conakry-Bessia. Le sentiment qui m'anime, c'est un sentiment de joie. Et vraiment, je suis content de voir que derrière moi, il y a du monde. Il y a des chrétiens qui sont là avec moi. Et donc, je me dis que je ne serai pas seul dans cette mission. Donc, c'est un sentiment de joie. Et je voudrais profiter pour remercier tout le monde. Merci à vous tous. Que Dieu vous bénisse.
La nomination d'un 4e évêque pour l'Église catholique de Guinée est saluée par la communauté chrétienne. Une communauté en laquelle le nouveau dignitaire fonde l'espoir pour réussir sa mission. Le message que j'ai après ma nomination s'adresse à deux niveaux, à deux groupes. Au peuple de Guinée, mais aussi à l'Église, aux chrétiens. Au peuple de Guinée, je souhaite vraiment que nous soyons toujours dans la joie et que tout le peuple travaille pour que nous soyons toujours dans la joie, la paix et la tranquillité. À l'endroit des chrétiens, je souhaite que vraiment les chrétiens soient tous unis, qu'ils travaillent pour la cause du Seigneur, pour que le Christ soit connu aujourd'hui et par tout le monde. Monseigneur Alexis Ali Kabino sera ordonné le 26 février prochain à la cathédrale de Kankan. Après cette autre ordination épiscopale, les fidèles catholiques de Guinée s'attendent à la création d'un 4e diocèse après ceux de Conakry, Kankan et Zérékoré. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin ce journal. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Très bonne suite de programmes télévisés. Bonsoir et à demain.